Alors j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir quelqu'un qui n'est pas du tout inconnu au bataillon à Radio Air Libre, à savoir Aníbal González Glés, qui anime le vendredi soir de 18 à 21 heures l'émission Antenne Latine en français, et c'est une émission où il reçoit régulièrement des invités. Alors, Aníbal est journaliste, il vit en Belgique depuis 1992 et précédemment au Chili, il a été un opposant actif en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme. Alors je l'ai invité ce soir pour nous expliquer, puisque c'est vraiment de sa compétence, l'histoire de son pays, donc le Chili. Il va reprendre assez rapidement l'histoire des origines depuis l'indépendance en 1810, indépendance face à la puissance coloniale espagnole. Il va parcourir rapidement le siècle et demi qui nous sépare de la présidence d'Allende entre 1970 et 1973. Ensuite, bien entendu, il sera question de la triste période de 1973-1989-90, qui est celle de la dictature de Pinochet. Et ensuite, ce sera même l'essentiel de notre propos, il va nous expliquer comment le Chili a évolué sur le plan politique principalement depuis donc une vingtaine d'années. Donc, Aníbal, je vais te demander dans un premier temps de nous expliquer assez rapidement, de nous brosser un tableau de l'histoire du Chili depuis 1810, c'est-à-dire depuis l'indépendance, jusqu'à l'expérience socialiste d'Allende en 1970. Bonsoir Jean-Michel, et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de cette émission, les maudites, comme on dit, les maudites, los malditos, c'est bizarre, non, les maudites. Bon voilà, en fait, l'histoire du Chili est riche, politique, sociale, économique, et culturelle, etc., etc. On peut commencer à parler de l'histoire du Chili qui est généralement découpée en 12 périodes qui vont du début du peuplement humain du territoire actuel du Chili jusqu'à nos jours. Alors, par exemple, la période précolombienne correspondant à l'histoire des différentes ethnies amérindiennes présentes sur le territoire s'étend d'environ 12 500 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est tout à fait avant de toute l'histoire. Voilà. Très ancien. À partir de 1492, les Européens explorent le continent américain et Diego de Almagro mène une expédition vers Copiapó, au nord du Chili actuel, en 1536. La troisième période, on va pas parler de toutes les périodes, mais pour incrémenter le sujet, la troisième période correspond à la conquête espagnole proprement dit, qui se déroule en 1536 à 1598 avec la guerre d'Arauco, durant laquelle les Espagnols sont proches d'être faits par les Amérindiens Mapuche, de Mapuche actuel, qui il habite maintenant à l'Araucanie, qu'on dit, le Solocan dit Mapuche. À ce moment-là, ça s'appelait appelé Amérindien. La période coloniale couvre ensuite plus de 2 siècles, de 1598 à 1808. Cette période est marquée, Jean-Michel, par la mise en place des institutions coloniales, audience, capitainerie générale, armée, etc., etc. Bon, la cinquième période, ça qui nous concerne et qui doit parler, c'est la période de l'indépendance, entre guillemets, se déroule de la prise de pouvoir par Mateo de Toro y Zambrano, un militaire stationné au Chili,
En 1810, à l'exil du Libertador, Bernardo O'Higgins, qui est parti au Pérou, où il est mort après. Il est parti en 1823. Elle est marquée par diverses batailles contre les Espagnols, qui tentent d'organiser la reconquête et des problèmes à la tête du pays. Une fois l'indépendance du pays acquise, c'est une longue période d'organisation de l'État chilien qui commence avec, tout d'abord, la période d'organisation de la République, de 1823 à 1830, qui va se succéder 3 dirigeants et 2 constitutions, moraliste en 1823 et libéral en 1828. Donc à cette époque-là, au fond, ce sont les créoles, c'est la bourgeoisie qui a pris le pouvoir, c'est pas le petit peuple. Tout à fait. Voilà. C'est l'origine espagnole et tout ça, il a marqué l'histoire. Après, à partir de 1831, 1861, c'est la République conservatrice, ce que tu viens de parler. C'est la République conservatrice. Elle est marquée par la mise en place de la Constitution de 1833, établie par Diego Portales. Et Diego Portales a fait cette Constitution, qui c'est l'origine de la Constitution 1925, qui après Pinochet a changé, parce qu'il a permis beaucoup de choses, qui a favorisé Allende, c'est tout un marchand qu'ils ont fait. Et avait un gouvernement fort et centralisé. Il a centralisé tout le pouvoir, pas seulement de conservatrice, sinon régional. Santiago, le Chili, c'est le centre, et c'est le Chili même actuel. C'est le problème. Il a peu de troubles, et le pays connaît la prospérité économique grâce à la découverte de cuivre et de la mine d'argent de Chanarcillo au nord du Chili. Maintenant, c'est Chuquicamata qui porte le plus de cuivre chilien. C'est le 12e ou 13e pays du monde qui est le meilleur exportateur de cuivre. On parle, la gente a parlé du salaire du Chili. C'est la ressource économique du Chili le plus fort. La 8e période de la République libérale s'étend de 1861, l'élection de José Joaquín Pérez, à 1891 avec le suicide du président Juan Manuel Balmaceda Fernández. Il s'est suicidé. Elle est caractérisée par une stabilité politique plus grande, puisque seulement 3 présidents sont élus, 10 ans chacun. Et permet une extension territoriale avec la guerre du Pacifique en 1879-1884. Je rigole parce que c'est triste, parce que c'est la guerre qui a propulsé les Anglais. Et Chili a profité de la situation en gagnant le nord du Chili à la Bolivie. C'est pour cela que les Boliviens réclament toujours la sortie à la mer. Oui, c'est ça. Voilà, il y a un combat naval en la ville d'Iquique, au nord du Chili, que si bien les Boliviens et les Péruviens ils font plonger un bateau chilien, après le Chili a gagné la guerre en 1879 avec Arturo Prat et tous les marchands. À partir de la guerre civile de 1891, c'est la République parlementaire, c'est ça ce qui vient à l'heure actuelle aussi, qui dure jusqu'à la promulgation de la Constitution de 1925, que je viens de parler, l'ancienne Constitution avant la Constitution de Pinochet 1980. Et c'est quoi? Quelles sont les caractéristiques de cette Constitution? Selon les politiciens, elle est plus complet, oui, et plus ouverte au peuple chilien à les expressions. Oui. Est-ce qu'à cette époque-là, donc c'est 1825 que tu m'as dit? Oui. C'est le suffrage universel à cette époque-là, ou c'est encore l'époque d'un suffrage censitaire, où seuls les bourgeois peuvent payer, ceux qui ont une certaine fortune, qui ont des revenus importants? À ce moment-là, le Congrès national domine la politique. C'est le Congrès en plein domine la politique de toutes sortes. Et le président devient une figure pratiquement sans autorité. À 1925, c'est le petit tour de la Constitution 1925 et après il a changé. Les pays s'urbanisent, je vais continuer un petit peu plus. Après, vas-y. Les pays s'urbanisent et les syndicats sont créés. Le mouvement syndical, c'était très fort à ce moment-là. Et la République présidentielle marque un changement des institutions avec la Constitution de 1925 jusqu'au coup d'État du 11 septembre 1973. Cette étape est relativement calme.
le produit intérieur brut du pays croît d'environ 4,5%. J'ai entendu parler à Sébastien Payenne aujourd'hui qu'il va accroître le PIB à 8%, je ne sais pas, à cette année. Bon. Et trois partis dominent la vie politique. Les radicaux, les chrétiens démocrates, qui maintenant sont les démocrates chrétiens, c'est la même chose, la phalange, et les socialistes. De nombreuses entreprises sont créées à ce moment. L'Anchile, qui est la ligne aérienne chilienne, qui maintenant est placée au Pérou aussi. Hein. Il est un des propriétaires de la ligne, c'est le président actuel chilien. Ouais. La force aérienne chilienne, la FACH, et Entel, c'est la télécommunication. Et la fin de cette période est marquée par la montée de la gauche et des idées sociales, nationalisation des industries, accès à la santé pour tous et la réforme agraire. Il faut dire que la réforme agraire, il a créé aussi le gouvernement démocrate chrétien en 1964-1970 avec Eduardo Frei Montalva, le père de l'avant président de Chili, Eduardo Frei Montalva. Hein? Il a créé aussi la réforme agraire, la loi vécinale pour rassembler tous les voisinages devant les bourgmestres, etc. Mais on est arrivé à la situation contemporaine, qui est ça qui nous concerne aussi, c'est à la suite du coup d'État du 11 septembre 1973, qui renverse le président démocratiquement élu Salvador Allende Gossen, c'est un médecin. Ouais. Un régime militaire dictatorial est mis en place avec à sa tête une junte de gouvernement dirigée par le général Augusto Pinochet, que tout le monde connaît. Alors maintenant, bon, voilà, ça c'était la première partie, c'était la première question que je te posais, c'était donc de brosser un tableau d'ensemble des origines, et plus particulièrement depuis l'époque de l'indépendance au début du 19e siècle. Bon. Alors ici, tout de suite, tu arrives à Pinochet. Est-ce que tu pourrais quand même développer la partie qui concerne cet événement essentiel, parce que je crois que tout le monde connaît cet épisode qui s'est mal terminé, celui donc de la présidence de Salvador Allende. Donc entre 1970 et 1973. Est-ce que tu pourrais dire quel était le programme à ce moment-là de la coalition, parce que je crois bien qu'il s'agissait d'une coalition à ce moment-là, qui lui a permis d'être élu président de la République, et quelles sont les réformes qu'il a mises en œuvre, et ce à quoi, ce qui a fait qu'il a échoué finalement dans son entreprise. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette période de 1970-1973, l'époque d'Allende? Monsieur Salvador Allende Gossen, médecin, il s'est présenté 4 fois, toujours il a été député de la République, il s'est présenté 4 fois comme candidat à la présidence, il a gagné en 1970, avec une majorité relative, avec 33,6%. Mais ça contemple que quand un candidat arrive en première place avec une majorité relative, c'est le Parlement qui doit décider. Et dans le Parlement, il avait une majorité démocrate chrétienne, avec un candidat qui est aussi à la présidence de la République, qui s'appelait Radomiro Tomic, et qui a sorti 3e, avec 767 000 voix. Voilà. Tout le monde a parlé de ça, et tout le monde attendait la décision du Parlement chilien à ce moment-là. Parce qu'il faut voter le Parlement. Le peuple s'est prononcé, avec un 33,6% d'Allende. Le deuxième candidat, c'était Jorge Alessandri et Paul Rodriguez, de droite. Et il a eu des processus de négociation dans le Parlement. Tu connais le Parlement qui font des négociations, des marchandises, etc. Et à la fin, la démocratie chrétienne, il a donné la voix à Salvador Allende. C'est ça. Et maintenant, il y a un petit parenthèse parce qu'il y a tout un choc politique. Parce que la plupart des gens croient que parce que la population a demandé ça, la démocratie chrétienne, il a voté pour Allende. Peut-être que oui, mais la démocratie chrétienne, il avait presque le même programme social qu'Allende.
avec le candidat Radomiro Tomic. Mais la population, le peuple en général, n'a pas cru à la démocratie chrétienne, mais il a voté pour l'option Allende. On va voir ce qui va se passer. C'est ça le truc. Alors, Allende, il est investi comme président de la République le mois de mars, etc. Il a commencé à gouverner le pays. Et qui prend ses fonctions le 3 de novembre. Il a tenté de construire une nouvelle société basée sur le socialisme. C'est une question très importante. Construire une nouvelle société dans la démocratie avec une nouvelle, sur la base socialiste, c'était compliqué au Chili. Une expérience unique au niveau mondial. Parmi ses premières mesures figure la poursuite de la réforme agraire qui a laissé Eduardo Frei, l'approfondie, et le début d'un processus d'étatisation des entreprises considérées d'importance clé pour l'économie nationale. Ça veut dire le cobre, etc., la forestale, etc. À partir de cette... Attends, parle plus lentement. Donc tu peux rappeler quelles ont été les entreprises qui ont été nationalisées? Les entreprises considérées d'importance clé. Oui, le cuivre par exemple. Le cuivre, c'est le fondamental, oui, le cuivre. Le cuivre, fondamentalement le cuivre, après... Et quoi d'autre? La terre, les campagnes, c'est pas comme ça, voilà, oui. etc. Qui sont clés pour l'économie nationale. À partir de cette enquête approfondie, basée sur un décret de loi en 1932, sur une entreprise... Et en fait, c'était des entreprises qui appartenaient à quoi? Des sociétés américaines ou à ce moment-là? Bon, en exemple, si une entreprise arrête ses activités, à partir de la loi en 1932, l'État peut intervenir. Et le gouvernement de l'Unité populaire incite les travailleurs à arrêter leur activité et ainsi nationaliser les entreprises. Tu vois, parce qu'il y a des entreprises qui ne produisent pas beaucoup, et pas des mauvais salaires, etc. Surtout au sud du Chili, quand il y a la campagne pour produire, il y a des campagnes qui ne sont pas semées. Oui. Même si les propriétaires de Santiago, dans la plage, etc., ils ne se mettent pas parce que la terre est sonale. Et la gente a compris, il dit, non, la terre c'est pour qui la travaille. Bien sûr. Ouais. C'est ça l'une des bases du plan de Salvador Allende. Voilà. Et ça a causé beaucoup de problèmes à l'oligarchie chilienne. Voilà. Si quelqu'un a un grand territoire acheté à pas beaucoup d'argent, parce qu'à un moment donné, les terres, c'est qui va habiter ici? Personne. J'ai acheté, mais pas beaucoup. J'ai acheté l'État, mais il y a toute négociation politique, cachée, etc. L'oscurantisme chilien de l'économie, c'était compliqué. Et alors, là, elle a commencé la réclamation de la loi chilienne, qui ils sont propriétaires pratiquement de tous les sourds chiliens. C'est ça le commencement de Salvador Allende. Ces mesures sont rejetées par la loi, bien sûr, sauf le projet clé du gouvernement qui est soutenu par tous les secteurs politiques du pays, la nationalisation du couvre. Comme je disais tantôt, c'est Eduardo Frei, l'ancien président, qui a commencé la nationalisation les 51% du couvre, et Allende il a nationalité la totalité du couvre chilien. Le 15 juillet 1971, le projet est approuvé à l'unanimité par les deux chambres. Vous savez, il y a un point commun. La nationalisation del cuivre, tout le monde est d'accord. Voilà. Alors, la question est la suivante. L'État, à travers Codelco, que c'est la corporation du couvre chilien, du Chili, deviendrait propriétaire de toutes les entreprises de couvre, qui recevraient des indemnisations soustraites des profits excessifs, jolis, et qu'ils avaient fait ces dernières années. Ça veut dire que toutes les entreprises qui travaillent dans la couvre, ils vont recevoir des indemnisations. Le cuivre, c'est ça. Le cuivre. Ah, oui. C'est parce que tu le dis souvent en espagnol, alors les gens ne comprennent oui, pas, ils comprennent un autre mot. C'est bien le cuivre, ils sont parce que tu dis cobre, le cuivre, voilà, le cuivre. Ils sont reçus des indemnisations, etc. Ainsi, Anaconda, qui est une entreprise américaine, et la Kennecott, deux des principales entreprises minières, n'ont reçu aucune indemnisation pour les mines de Chuquicamata et del Teniente, qui c'est les grandes mines. Oui. Il y a un trou grand au Chili, c'est le trou plus grand du monde. Le Teniente, c'est dans la montagne, en Rancagua, la ville de Rancagua. C'est dans le nord du Chili, ça? Non, au sud du Chili, le Teniente, jusqu'à la cordillère des Andes, à l'est. À 90 km de Santiago, Chili, au sud-est.
dans la montagne, la mine El Teniente, Caletone, la raffinerie Caletone, la mine El Teniente qui travaille le cuivre. Bon, et en réaction à Enrique, il lance un boycott du gouvernement d'Allende qui lui barre l'accès au prêt international. C'est qui a créé toute la situation contre Allende. D'autre part, l'augmentation importante des salaires des travailleurs et le gel des prix fonctionnent. On atteint un accroissement de 8,3% du produit national brut. C'est ça ce que parle maintenant Sébastien Piñera. En 1925, c'était 4,3. Oui. Piñera il a monté à 8. Maintenant, c'est sur Allende, c'est 8. Oui, donc à l'époque d'Allende, c'est combien donc 8,3%. 8,3%, oui. Avec une faible inflation, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'inflation. C'est ça. Alors les travailleurs chiliens gagnaient bien d'argent. C'est l'équilibre économique pour les travailleurs. Voilà. Et alors, dans ces circonstances, l'unité populaire arrive à son apogée. Bien sûr. Si quand le travailleur gagne bien de l'argent, tout le monde est content. Avec 49,73% des voix de préférence aux élections municipales. C'est très important. De cette année, et un de ses membres, Pablo Neruda, a reçu le prix Nobel de la littérature jusqu'à construire les élections municipales pour informer que Pablo Neruda a gagné le prix Nobel de littérature. Bien pour les Chiliens, tout le monde est content de la prix Nobel et on gagne bien de la vie, etc. Ouais. Cependant, à partir de la 12e année, les réformes d'Allende commencent à se voir compromises par la violence qui commence à monter. Bien sûr. La droite monte tout un appareil pour éviter toute autre réforme d'Allende. Donc, il avait la confiscation des terrains réquisitionnés par la réforme agraire, voyant les agriculteurs mourir en essayant de défendre leurs terres, dit. La société se polarise, les affrontements entre partisans et opposants d'Allende deviennent plus fréquents. On assiste à la naissance de los cacerolazos de la droite, il y a une manifestation où les participants ne se regroupent pas, mais se mettent à une heure convenue à l'avance à taper un rythme sur les casseroles depuis leur balcon, qui sont la classe moyenne et les riches. Ils sont de l'argent, mais ils réclament aussi. C'est ça. Dans ce climat, il arrive à Fidel Castro, qui incite les membres de la gauche à mettre sur pied une révolution populaire basée sur la lutte des classes. Voilà le problème, qu'il a réveillé la lutte. Voilà le problème. Et c'est ça qui a réveillé en plus la droite chilienne. C'est ça. Qui à la fin, on dit que c'est conduit par les États-Unis aussi, la CIA, et oui, ça va. Alors, on est à l'opposé de ce que propose Allende au niveau économique. Oui. Si le chômage diminue, arrivons au niveau historiquement bas de 3% en 1972. Oui. C'est bien, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chômage. C'est ça. La magie de la première année commence à s'effondrer et les premiers symptômes de rationnement apparaissent. Et ce n'est pas le gouvernement de Allende qui a fait le rationnement, c'est la droite. Parce que je vais arrêter ici, un petit peu ici. Quand un gouvernement fait tellement de choses pour le peuple et qui ne touche pas la droite, les intérêts de la droite, mais la droite quand même a dit c'est notre intérêt parce que le pays c'est à nous là. Et la droite toujours a compris que le pays, le Chili, c'est à eux. C'est pas en général le peuple chilien. C'est tous les entre lignes, etc. Et on entend même à niveau philosophique, politique et journalistique, en fait, l'oligarchie mondiale, dans ce cas-là chilien, c'est toujours les propriétaires du pays. Tiens, mais justement, à ce niveau-là, les médias, puisque tu es journaliste, ils sont aux mains de qui? Est-ce qu'on a quelque chose d'un peu semblable à ce qu'on a pu entendre ces dernières années au Venezuela, où bon... il y a la libre expression, mais enfin les grands médias sont aux mains de la droite alors que c'est un gouvernement de type populaire qui est au pouvoir. Et comment ça s'est passé entre 1970 et 1973 au niveau des médias? Parce que le contrôle de l'opinion publique est essentiel quand on fait des réformes comme ça, l'une après l'autre. Si on n'a pas les médias avec soi, si les médias se trouvent du côté adverse,
évidemment, ça peut susciter des freins, des contestations constamment. Qui avait les médias? Est-ce que les médias nationaux, c'est-à-dire ceux qui, comment dirais-je, appartenaient à l'État, se trouvaient en concurrence avec des médias privés, éventuellement la Voix de l'Amérique venant des États-Unis, que sais-je? Est-ce qu'il y avait justement ce conflit au niveau des informations, puisque c'est ton métier? Il y a pratiquement une guerre médiatique. Oui, ils ont construit la droite une guerre médiatique. Mais il y a des journaux comme El Clarín, El Siglo de gauche, hein, qui sont favorables à Allende, o sea, se défendent les journaux d'Allende. Mais pas les journaux de gauche ne font pas une défense à fur et à mesure d'Allende. C'est ça. Et je crois que c'est une défense objective du gouvernement d'Allende. Hein? Ils le défendent aussi pour les qualifications qu'ils font d'Allende, qui n'est pas marié, en fait, séparé de tout truc que n'importe qui. Oui, voilà. Bien sûr. Oui. À l'autre côté, il y a le Mercurio, c'est un journal ancien d'Edwards, la famille Edwards, de droite. Oui. De droite. Et ils ont commencé avec des satellites comme la Segunda, le journal petit, la Segunda, et les últimas noticias, les dernières heures aussi, qui sont données des coups toujours au gouvernement de Salvador Allende, pour les privatisations, pour la réforme agraire, pour l'enseignement des cours. Il y a une chose très importante qu'il faut parler aussi, c'est l'éducation. L'éducation, Allende, il a voulu faire une éducation pour tout, mais qui donne la base pour implémenter le marxisme. C'est ça que la droite a dit non. L'éducation nationale unifiée, l'éducation nationale unifiée. Voilà. C'est pas seulement le marxisme, mais en fait, que les petits, tout le monde connaît toute la vérité de tout ça. Bien préparé. Alors, il s'est créé la véritable guerre médiatique. Et avec des qualifications de gauche et de droite. C'est infernal. Hein? Et quelle a été la place du clergé, des évêques, des prêtres, etc. dans ces... Est-ce que le clergé, à ce moment-là, il est plutôt de droite massivement ou bien il a une position de retrait pendant cette période de 3 ans? Non, il était l'Église catholique, bien sûr. C'est l'Église la plus fondamentale du Chili, parce qu'il y a des autres églises aussi. Oui, bien sûr. Évangéliques, pentecôtées, etc. Oui. Le dernier appel, il y a une église qui s'appelle le dernier appel, c'est le dernier, etc. Et tu sais, là, on dit que l'Église en général, il va jusque 2 pas en avance, en retard de l'évolution sociale. Oui. Donc, dans le cas du Chili, c'est la même chose. Mais pas 2 pas, mais 1 pas. Parce que le cardinal chilien, Silvio Enriquez, il a soutenu, entre guillemets, Allende. C'est pour le peuple chilien, tout pour le peuple. Il faut dire quand même que l'Église chilienne s'est divisée aussi, en classe sociale. C'est ça le triste de l'Église catholique. L'Église catholique chilienne est divisée en riches, classe moyenne et pauvres. Il a un discours à propos de ça. C'est pour cela qu'il a une église catholique qui, avec le cura et le prêtre Albun, qu'il a toujours, dans ce discours, fait tomber Allende. C'est ça. Parce qu'ils vont aller jusqu'au 1973, le 10 septembre. C'était lundi. Il fait toujours dans le canal catholique, le canal 13 de l'Université catholique, à la fin de l'émission, de la programmation, il fait un discours chrétien. Mais il a parlé des anges qui vont venir sauver la population chilienne. Et à lendemain, ils sont arrivés les anges, qui sont des militaires chiliens. Parce que selon lui, c'était le bordel chilien, le bordel, en fait. Hein? Il faut dire aussi quand même que la population chilienne, je fais un petit analyse, et toujours j'analyse la situation, et parfois je me discute avec quelqu'un. Je dis, il y a 3, comme le journalisme, il y a des gens qui écrivent les nouvelles, qui lisent les nouvelles et qui produisent les nouvelles. Et dans la politique, c'est la même chose. Je crois que les 2% du peuple chilien, les 2% du peuple chilien participent à un parti politique. Pas tout le peuple chilien. Tu comprends? En fait, on a l'église et tous les partis politiques et le peuple.
Et le peuple sait qu'il fait élection d'un gouvernement. Et parfois, le peuple est manipulé aussi. Si tu as plus de moyens économiques, tu peux manipuler pour la presse le peuple chilien. Je ne sais pas si tous les peuples se le sont. Le peuple chilien est un petit peu naïf parfois. Maintenant, il s'est réveillé un petit peu. Et avec les coups qu'il a souffert de Chili. Mais est-ce qu'il y a une partie quand même... quelle est la part de la population qui fait des études supérieures? Je ne parle pas donc les écoles. L'enseignement est obligatoire au Chili. Obligatoire, Chili, voilà. Donc, au moins l'école primaire. Donc, de oui, 6 à 12 aussi. ans. Oui. L'école secondaire, c'est obligatoire? Jusqu'au maintenant, c'est obligatoire. Oui, mais à l'époque de... C'est pas obligatoire. Jusqu'à la 6e année, ça va. Mais maintenant, c'est obligatoire l'enseignement secondaire. Maintenant à cette époque-là, il y a 40 ans. Oui, c'était pas obligatoire jusqu'à... c'est obligatoire la primaire. Oui. La primaire. Ça veut dire... Non, mais je veux dire, à l'époque d'Allende, est-ce qu'à cette époque-là, l'enseignement secondaire était obligatoire? À cette époque-là, je dis. Non, c'était pas obligatoire. Non, mais maintenant, ce l'est. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Mais tout le monde a sorti j'ai sorti en 1969 de la secondaire. Oui. Tu vois? Et ce n'est pas obligatoire. Je peux arrêter mes études jusqu'à 6e année. C'est ça. Mais maintenant, c'est obligatoire pour tout. Oui, maintenant, j'ai bien compris. Mais c'était pour savoir quelle était la capacité des gens de pouvoir avoir un regard un peu critique sur la politique, ou bien s'ils étaient simplement entraînés par des mouvements de foule. Tu vois, malgré qu'à ce moment-là n'était pas obligatoire, si quelqu'un écoute la radio, il faut chercher dans tous les livres, ce n'est pas obligatoire. Je parle de la loi. C'est obligatoire jusqu'à 6e année. Mais maintenant, il est obligatoire, même pour avoir ton permis de conduire. Si tu n'as pas la secondaire, tu n'as pas accès. C'est ça. Mais malgré tout, à ce moment-là, le peuple chilien, la jeunesse chilienne, donc moi, on est qualifié comme les plus intellectuels de l'Amérique latine. C'est ça. Parce qu'on a fait des débats marxistes, chrétiens, etc. Il n'y a pas qu'à l'école qu'on apprend, c'est sûr. On apprend aussi on a fait des débats, avec une expérience concrète que l'on peut avoir, ça c'est sûr. À mon avis, je crois que c'est le gouvernement plus démocratique qu'il y a au Chili. Parce qu'il a permis que tout le monde parle. C'est ça. C'est pas comme aujourd'hui. Non, je comprends bien. C'est ça l'expérience de... Puis il y avait des communes populaires, je crois, c'est ça aussi, oui, tout à fait, les quartiers pauvres, c'est la banlieue, etc. Oui, on faisait dans chaque commune, voilà, c'est ça. Et alors, je voulais te demander, est-ce que les syndicats ont eu un rôle, je dirais, de conscientisation, ou bien ils ont simplement accompagné le mouvement? Est-ce qu'ils étaient... vraiment très combatif à cette époque-là ou pas? La droite chilienne a toujours accusé les syndicats d'être politisés. Oui. Je m'en avais mon opinion avec ça parce que normalement un syndicat, une personne qui est syndicalisée, pas nécessairement on doit participer dans un parti politique. Non. Mais à ce moment-là, tout le monde a participé à un parti politique. Bien sûr. Tu vois? Ça veut dire un syndicat de 1000 travailleurs, 30% de droite, 30% de gauche et 30% des centres politiques. Et quand la droite chilienne, dont les syndicats perdent des élections, dit ils sont manipulés, ils sont politisés, etc. C'est ça le truc de la droite chilienne. Mais il faut dire aussi que j'ai toujours dit à mes copains aussi, que c'est injuste. Même Pinochet, il a promulgué en loi de dire que personne qui est politique ne peut pas participer à un débat syndical, etc. Et je dis une chose une fois dans le sein de la Ligue des droits de l'homme, Chili, un prêtre, un curé, qui va chez moi, chez toi, chez les voisins, à l'église, dans la rue, il parle toujours comme un prêtre, un curé. Toujours. Si tu invites chez toi, il va parler comme un prêtre. Si une personne qui milite un parti politique et son idéologie, il va, son idéologie. Même s'il va à l'église, il ne va pas à l'église, il va. Alors, dans une réunion partagée pour différents partis politiques, un syndical,
il doit assumer la responsabilité s'il perd des élections. Mais son idée doit l'exposer. Et c'est pour cela que la droite dit qu'ils sont politisés. Non, non, je ne suis pas d'accord avec moi. Maintenant, il a changé. Mais quelqu'un m'a traité de staliniste aussi quand j'étais l'année 2002, parce que je dis que les problèmes chiliens économiques de la pauvreté chilienne, c'est à cause de la mauvaise gestion du syndicat. Ah, tu es staliniste, voilà. Parce que les syndicats, pour moi, ils sont la courrière, comment dire, la transportrice de l'économie chilienne, les syndicats. Si un syndicat dit on va arrêter le travail, on va faire une grève, tout le monde se paralyse. C'est ça. Et tous les politiciens et le gouvernement, voilà. C'est la pression qui... C'est ça. Si vous ne voulez pas la violence, entre des guillemets, la violence avec la matraque, on a le droit de se mobiliser avec la grève. Mais parfois, il a des boycotts, etc. Mais c'est le truc de la politique des travailleurs. Les travailleurs doivent se défendre, quand même, de cette injustices. Et maintenant, on peut passer... comment a fini la situation d'Allende? Oui, mais j'aimerais bien... Alors maintenant, voilà, on arrive donc le 11 septembre 1973, donc quand il y a le coup d'État. Alors, qu'est-ce qui explique le coup d'État? Est-ce qu'il est expliqué uniquement par, je ne sais pas moi, une réaction massive de la droite qui soutient justement les militaires? Quelle est la part du soutien extérieur des États-Unis et quelle est la part également éventuellement des divisions internes et d'erreurs tactiques qui auraient été menées par Allende justement? Donc quelle est la part justement de ces différents facteurs donc en septembre 1973? Donc tu as bien compris, hein? Donc il y a les aspects intérieurs, la pression extérieure, donc évidemment les États-Unis, on comprend qu'ils ne voient pas d'un bon œil cette expérience et qu'ils ont essayé de déstabiliser très rapidement le gouvernement en place. Et puis qu'est-ce qui fait que la décision est prise qu'il faut renverser évidemment ce gouvernement socialiste? En fait, dans les partis de gouvernement de la Unité populaire, qui sont Mapu, tous les partis socialistes, il y avait 2 ou 3, radicaux, dans les partis de gouvernement, l'envie d'augmenter et de radicaliser les réformes, ça crée un petit peu un problème. Et même le leader du parti socialiste, Carlos Altamirano, il a fui le pays à un moment de coup d'État avec un cartable. Tout le monde rigole avec ça. Et les mouvements de la gauche révolutionnaire intensifient ces attaques auxquelles répondent les mouvements paramilitaires d'extrême droite. Patria et Liberté. La Patrie et Liberté, ils sont créés Patria et Liberté, la droite chilienne, pour empêcher la montée au pouvoir de la gauche révolutionnaire, ou radicalisée, comme on dit la droite, etc. Mais dans les milieux économiques, les pays entrent en récession et la croissance tombe, il avait en récession. Voilà. Le PNB tombe de 25% et la dette externe s'élève à 253 millions de dollars. La pénurie permet la formation du marché noir. Et c'est très compliqué. Et le gouvernement doit installer la junta de abastecimiento, qu'on dit la junta de provisionnement d'aliments et tout ça, et les prix. Ils sont appelés la JAP, pour administrer la fourniture de biens à la population. Il faut dire une chose avec, parce que si bien il avait des marchés noirs, c'est la droite qui accumulait toute l'alimentation parce qu'ils sont de l'argent là. Et la population, il a ramassé petites choses. Ils ont poussé la population chilienne de radicaliser la situation chilienne, c'est la droite qui avait l'argent, tout ça. Et en plus, les modes de communication se changent en affrontement verbaux selon la tendance politique. Les luttes s'intensifient entre les momios et les supulentos. Les momios y los supelientos, como on dit, los momios son la droite y los supelientos de la Unidad Popular,
comme le montrent des archives déclassifiées, si vous voulez aller à Internet, pour le gouvernement des États-Unis, la CIA a soutenu à des journaux opposants comme le Mercurio, comme je l'ai déjà parlé, au moyen d'achat d'espaces publicitaires. La CIA a acheté des espaces publicitaires pour combattre la unité populaire. Les meneurs d'une grève des camions durant le 15 octobre 1972, mois qui se termine avec l'entrée des militaires dans les principaux ministères du pays, en formant un cabinet civico-militaire où le général Carlos Prat, commandant en chef à ce moment-là de l'armée, devient ministre de l'Intérieur. Carlos Prat est tué avec Pinochet en Argentine. En mars, dans le mois de mars 1973, les élections parlementaires donnent 44,9% à l'unité populaire et 54,78% à la Confédération de la démocratie, CODE. Bien qu'en progression, Allende ne tient pas la majorité pour faire passer des réformes et le CODE obtient les 2/3 du Congrès pour pouvoir destituer le président. Bien qu'Allende essaie d'arriver à une entente avec Patricio Elwin, on va parler de Patricio Elwin après, président de la démocratie chrétienne, le Parti socialiste devient très intransigeant et les accords n'aboutissent pas. En fait, la violence augmente, spécialement entre les étudiants à cause du projet de l'École nationale unifiée que je viens de parler. La Fédération d'étudiants de l'Université catholique montre son rejet et la Fédération d'étudiants de secondaire, FECES, à propos de FECES, c'est un copain à moi, Guillermo Jung, ça fait 3 ans ambassadeur en Costa Rica, il a fait, quelqu'un a tué 4 administrateurs là-bas, il était en fuite à la selva costarricaine. Après, donc, se divise sur la question. Le projet est suspendu grâce à l'intervention du cardinal Raúl Silva Enrique de l'Église catholique, qui se dirige comme un médiateur de la crise. Il a une crise politique institutionnelle au Chili, et surtout tout ça, il a profité de la droite pour faire des appels à la CIA aux États-Unis avec Henry Kissinger et Nixon, etc. Et tous les opposants, en fait. Hannibal, pourrais-tu donc reprendre relativement succinctement, bien qu'il s'agisse d'un problème tout à fait essentiel de l'histoire contemporaine du Chili, les causes importantes qui ont conduit donc à la fin de l'expérience socialiste au mois de septembre 1973? Comme il y avait beaucoup de problèmes dans la population chilienne en général, économique et institutionnel aussi, les opposants de Salvador Allende commencent à avoir dans les forces armées l'unique moyen de résoudre la crise qui vit le pays. Ça veut dire on demande le soutien des forces armées pour contrôler le pays parce que c'était là un pays, c'était un bordel, selon la droite et des opposants. Cependant, les idées de René Schneider en général de l'armée chilienne, et l'ejército, comme on dit au Chili, René Schneider, ils disent tant qu'on vit dans un régime légal, les forces armées ne sont pas une alternative de pouvoir, de René Schneider. Et des déclarations du général Prat sont qu'ils disent tant que subsiste l'état de droit, la force publique doit respecter la Constitution. Et tous les deux, Schneider comme Prat, sont contre un push militaire. Il empêche en grande partie que les troupes se soulèvent. Hein? Bien que le Parti communiste insiste, le Parti communiste chilien insiste pour que la paix soit maintenue et qu'une guerre civile soit évitée, Altamirano affirme qu'un coup d'État ne se combat pas avec le dialogue. Il s'écrase par la force du peuple. Ça veut dire qu'il a un véritable appel au peuple à défendre le gouvernement. Les observations de Salvador Allende sur la réforme Hamilton font sont rejetées en partie par les chambres. Une controverse entre le président et le Congrès au sujet de l'avancée du projet de réforme est en place et Salvador Allende à ce moment-là soumet la question au tribunal constitutionnel. Où je vais, par gauche à droite, non, le tribunal constitutionnel doit décider ce qu'on va faire. Finalement, il se déclare le tribunal incompétent. Maintenant, ainsi l'exception formulée par la Chambre des députés et le Sénat.
Face à cette situation, et comme il s'est écoulé le délai qui permet de recourir à un plébiscite qui trancherait la question, c'est-à-dire le peuple aussi doit décider, Salvador Allende dicte un décret promulgateur de la réforme. Il contient seulement les quelques points auxquels le veto n'a pas été mis. Ce décret n'est pas soumis à l'organe de contrôle général de la République et l'opposition considère ce fait comme absolument illégitime. Tous les choses qu'il a voulu faire Allende, la droite chilienne a toujours essayé de casser, voilà, parce qu'il ne veut plus un gouvernement. Mais lui a toujours suivi la procédure constitutionnelle. Allende, c'était un démocrate et c'est ça. Bien parlé, poli, etc., et respectueux de la Constitution. Est-ce qu'a posteriori, on ne pourrait pas dire que face à ces forces conservatrices et réactionnaires, est-ce qu'il n'a pas été un petit peu naïf quand on voit ce qui s'est passé en septembre 1973? Est-ce qu'il jouait dans le même jeu que ceux qui étaient en face et qui n'attendaient qu'une chose, c'était de mettre fin à ce régime? Donc c'est tout à son honneur, évidemment, d'avoir respecté la procédure démocratique, mais est-ce qu'il était conscient de ce qui se passait en face? Parce qu'il a quand même, bon, par la force des choses, il a été acculé un petit peu, enfin même à devoir nommer comme commandant en chef Pinochet, mais finalement c'était le loup était bien entendu déjà dans la bergerie. Mais quand on voit ça a posteriori, on se dit oui, mais dans des circonstances exceptionnelles, est-ce qu'il n'aurait pas dû utiliser des moyens un peu plus un petit peu comme ceux de Chavez, quoi, je veux dire, c'est un peu plus musclé. Voilà, je sais bien, je comprends. L'éthique est du côté d'Allende. L'éthique, la démocratie, on ne peut que l'admirer pour cela. On ne peut que l'admirer, du point de vue de... Mais en même temps, on se dit, mais comment est-il possible d'avoir été aussi naïf quand on voit ce qui s'est passé en face? Oui, enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, a posteriori. Oui. À cette époque-là, on aurait dit, ben voilà, il suit les règles constitutionnelles, c'est très bien, et on aurait sans doute abondé, enfin, dans son sens. Mais a posteriori, on se dit, mais bon, quand on a en face de soi un ogre qui n'attend qu'une chose, c'est d'avaler le mouton. Voilà, alors que penses-tu de ma réflexion? Évidemment, nous sommes tous les deux membres de Ligue de droits de l'homme, donc évidemment, c'est de la démocratie avant tout. Mais quand en face de soi, on se trouve devant le fascisme, l'autoritarisme, le militarisme, bon... On fait, à la fin, tu veux dire quel con. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi aussi, tu sais... Bien sûr, je suis un démocrate, mais... Oui, j'avais, à ce moment-là, au Chili, j'avais 18 ans. Oui. Et j'ai vécu tous les processus de Allende. Oui. Mais je n'ai pas parlé beaucoup de politique au Chili, parce que la jeunesse, la fiancée, etc., l'Angleterre, c'est jouer échec, etc. Mais je toujours me souviens d'une conversation que j'ai avec des copains, avec des conversations à 12 heures du matin, parce que tout le monde a parlé, dans l'été, Allende, tout est à gauche, à droite, etc. Et je dis, la seule chose que je dis, que c'est le meilleur gouvernement qu'il y a au Chili, il est plus démocratique, mais naïf. C'est ce que je dis, je ne dis rien d'autre. À ce moment-là, et je répète la même chose sans qu'on c'était naïf. Mais si on recule à l'arrière, on fait un regard rétrospectif, on dit l'homme et sa circonstance. Allende toujours a cru que tous les 40 mesures d'économie, que la profondisation de la réforme agraire, la nation tout est dans le cadre de la loi. Personne ne doit rire rien de tout sur ce sujet. Même tu as une oui, mais je sais bien. Était, je sais bien, mais tout ça a été annihilé à l'époque de Pinochet. Alors on se dit, mais avoir l'honneur pour soi, avoir l'histoire jugera. C'est vrai que l'histoire a jugé dans le sens d'Allende, on est bien d'accord. Oui. Mais en attendant, on a fait table rase de tout ce qu'il avait décidé, parce qu'à l'époque de Pinochet, puisque maintenant on arrive à Pinochet, les Chicago Boys, les théories de Milton Friedman, les théories monétaristes, l'ultralibéralisme est arrivé, et voilà, et on a fait table rase. Alors évidemment, Allende est resté dans la conscience internationale, universelle, comme un homme probe, un homme qui a voulu mener son peuple vers l'émancipation et tout. Donc il restera dans les manuels, incontestablement. Mais en même temps,
à ce moment-là, est-ce qu'il a fait preuve de suffisamment de clairvoyance? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas chilien, hein, je vois ça comme historien de loin. Je n'étais pas là à ce moment-là. Ce que je vous dis, c'est le suivant. En fait, à la fin, et nous, les Chiliens, on est sensibles à l'offense, à l'insulte. On est sensible à l'insulte. Oui, oui. Même, et c'est curieux, parce qu'il a une insulte que c'est une salut aussi. Un exemple, huevón, un connard. Je te dis offensivement, huevón, mais comme un copain, huevón, tu vois. Et il y a des autres gros mots aussi qu'on l'utilise positivement ou négativement. Mais dans la guerre médiatique au Chili, il y a une sorte de bombardement des insultes de gauche à droite. Et une partie du peuple chilien n'a pas voulu ça. Parce que ce n'est pas puritain la population chilienne, mais quand même, il faut répéter, en fait, c'est une chose. Et un des erreurs de l'unité populaire, ce n'est pas Allende. L'erreur, je crois que c'est un des erreurs. On connaît la chanson, que la CIA, etc. Ils ont financé le coup d'État, et le militaire chilien aussi, l'oligarchie, voilà. Mais aussi, il faut reconnaître une erreur d'Allende, de pas Allende, que le Parti socialiste a voulu approfondir le processus d'Allende, en 1000 jours seulement. Et je crois qu'une erreur du Parti socialiste à cette époque-là, c'était de ne pas réfléchir que le peuple chilien n'était pas préparé pour un renversement de l'histoire, tu vois, pour occuper les pouvoirs tout de suite. Un peuple chrétien, un type soumis, guerrier, mais avec les étrangers, pas entre Chiliens, et c'était compliqué. C'est pour cela que j'ai analysé un des erreurs de l'Unité populaire. Et par contre, tout le monde culpabilise au Parti communiste chilien. Le Parti communiste jamais il a voulu approfondir le processus. Il a répété la tranche d'Allende pour continuer le processus d'Allende. Parce que c'était... Allende, il a parlé bien et clair, et tous les socialistes qui sont là m'écoutent. C'est un processus révolutionnaire. Et un processus, comme tu sais, c'est un processus. C'est pas un jour, 2 jours, 3 jours. Il faut préparer la population. Et le Parti socialiste, à ce moment-là, n'a pas voulu entendre le savoir. Et maintenant, je ne sais pas si tu as lu la Bible, Judas. Judas, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Va faire la révolution et l'Iscariote, le Zélote, dit allez, tu as le pouvoir, on va faire la révolution tout de suite. Non, c'est la même chose que l'arrivée au Parti socialiste. Ils ont dit on a le pouvoir en démocratie. Même Fidel Castro, qui est arrivé au Chili, c'est la une de l'histoire mondiale. Arrivé au pouvoir, la vie chilienne au socialisme, par la démocratie. Parce que, tu te souviens, Fidel Castro, il a fait la guerre là-bas. Oui, oui. C'est un gouvernement corrompu et dégénéré. Au Chili, c'était un exemple de liberté. 1960 à 1963. Tout le monde il a parlé de simple liberté démocratique. Et le Parti socialiste, il a voulu toujours faire une sorte d'approfondir la révolution. Et pas le Parti communiste, parce que le Parti communiste, c'est un parti scientifique. Tu vois, le Parti communiste, c'est un parti scientifique. C'est pas qu'ils défendent le Parti communiste, mais il faut dire. Et tout le monde, après le coup d'État, nous sommes tous communistes. C'est tout contre l'oligarchie, les militaires, etc. Voilà. Alors maintenant, peut-être pour passer justement à la dictature de Pinochet, donc entre 1973 et 1989, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette période avant d'aborder alors l'époque du retour à la démocratie depuis 20 ans? Je crois que ce qui a déclenché la ire de l'armée chilienne, c'est un discours de Carlos Altamirano qui a dit ce que je viens de dire, c'est le peuple qui doit défendre, etc. Il a invité les forces armées à appuyer le peuple. Et puis, le 27 juin, Carlos Prat, qui a été assassiné en Argentine en 1974, toujours a été insulté sur la via publique par la roi, parce que Carlos Prat n'a pas voulu l'intervention militaire. Et il crée une attaque comme celle de Schneider, que Schneider aussi, ils sont attaqués, tirant en direction de l'agresseur qui se révèle être une femme inoffensive, mais une femme qui a voulu jeter des choses et qui n'était pas blessée. Et Carlos Prat est insulté par la population et présente sa démission qui est refusée par Allende. Il dit je renonce
je renonce à l'armée et je m'en vais. Allende a dit non, tu restes. Le 29, Prat devrait contrôler un des moments les plus tendus, hein, quand le colonel Roberto Super soulevait le régiment blindé numéro 2, qui se trouve à la rue Santa Rosa au Chili, Santiago au Chili, et se dirige au palais de la Monnaie. C'est le coup d'État, les tanquetazos qu'on a parlé au Chili. Prat, dirigeant les garnisons de Santiago, arrive à arrêter cette tentative de coup d'État. Elle est connue sous le nom de tanquetas, parce qu'il est sorti avec les tanquets au palais de la Monnaie. C'est un avertissement de ce qui venait après. Ces instigateurs se réfugient et demandent l'asile à l'ambassade d'Équateur, laissant un bilan de 20 morts, essentiellement des civils. Allende reconnaît que son gouvernement est en crise et décide un plébiscite pour éviter un coup d'État. Il a parlé avec le président de la démocratie chrétienne qui est majoritaire dans le Parlement. Il a intervenu le cardinal Sylvain Enrique. Ils sont rassemblés tous les trois dans une chambre, la maison de Sylvain Enrique. Ils ne sont pas arrivés à un accord. Parce que Patrice Lumumba n'a pas voulu continuer la situation. Tu vois. Cependant, les factions les plus radicales du gouvernement de l'unité populaire rejettent sa décision aussi. Et de publiciter la situation. Les mouvements de gauche révolutionnaire, MIR, arrêtent de l'appeler camarade et l'appellent monsieur. Voilà, Allende. Je ne veux pas parler de MIR parce que je ne suis pas ministre, mais il a quand même quelque chose à dire. Il ne peut plus compter que sur le soutien du MAPU, le Parti radical et le Parti communiste. Tu vois, il y a trois partis qui sont soutenus à Allende, qui partagent la voie pacifique. C'est ce que je viens de dire. Le Parti communiste, jamais il appelle les armes, etc. Et Pinochet l'a culpabilisé de tout ça. Face à cette situation, Allende aurait convoqué son ministre de la Défense, Orlando Letelier, qui était tué aux États-Unis, pour qu'il convainque le Parti socialiste, ce qu'il réussira à faire le 10 septembre 1973, c'est trop tard. Depuis août de 1973, la marine et les forces aériennes, FACH, dirigées par le vice-almirant José Toribio Merino et le général Gustavo Ley, préparent un coup d'État contre le gouvernement d'Allende. Le 21 août, Carlos Prat a décidé de renoncer au poste de commandant en chef suite aux manifestations de ses postes de généraux à son encontre. Ils sont mis debout en face de sa maison, disent il faut renoncer, général, vous n'êtes pas un militaire, vous êtes partage le gouvernement de l'unité populaire, et le général Prat dit non, je suis un général constitutionnel, il faut respecter la constitution quand même. Malgré tout, les épouses l'ont poussé à renoncer. Il est remplacé le 23 août par un certain Augusto Pinochet, tout le monde connaît, considéré comme un général loyal et politique. Après, on a vu que jamais il a été loyal. Bueno, apolitique non plus, parce que c'est amélioré à la politique, avec tous les chants de sirène de la droite, c'est un politicien aussi. Mauvais, mais un politicien. Un militaire politicien. Oui, mais comment alors? Donc, ça veut dire qu'Allende, il a été aveuglé, parce qu'il y a quand même des services de renseignement généraux autour du président qui peuvent lui dire, mais voilà, ce personnage-là, ce qu'il faut en penser. Comment où il était tout à fait conscient qu'il introduisait vraiment le loup dans la bergerie, où c'était vraiment pour le neutraliser en se disant, en le nommant, là c'est le meilleur moyen de lui tordre le cou et de prévenir un coup d'État éventuel, ou bien, enfin je ne sais pas, il y a quand même quelque chose d'incroyable dans cette affaire. Pinochet a promis de respecter la Constitution. Oui, d'accord, il a promis, mais on voit qu'il ne l'a pas respecté. Mais comment ça se fait que, justement, quand il choisit Pinochet, c'est pour le neutraliser ou il croit vraiment que c'est quelqu'un qui peut être loyal? C'est là qu'il dit qu'Allende c'était naïf. C'est vraiment naïf. Il n'y a pas beaucoup de renseignements à propos de ça, parce que tout le monde... Au Chili, imaginez, tous nous sommes chiliens. Oui. Alors, il y a des généraux, l'armée, professionnels, tout ça. Mais quand le général Prat renonce comme chef de l'armée, qui succède, qui vient des années, c'est Pinochet. Il n'y a aucun autre. Pratiquement, Allende était obligé de nommer Pinochet. Parce que c'était Pinochet, pour savoir maintenant qu'il était Pinochet. Sinon, parce que dans les rangs, je suis là. Je sais te suivre. Voilà, il avait photo de Pinochet avec Allende, historique, là, tu vois.
ça, le 22 août, la Chambre des députés a approuvé un texte qui appelle à résoudre la grave embrassante de l'ordre constitutionnel. L'accord de la Chambre des députés sur la grève embrassement de l'ordre constitutionnel et légal de la République. Altamirano est averti d'un possible coup d'État de la part de la marine et lance un discours invitant le Chili à devenir un second Vietnam héroïque, tu vois. Oui. Commence un processus de désaveu d'Altamirano. Le 7 septembre, Pinochet est convaincu par lui et Merino. Il faut dire un petit parenthèse ici. Hein. C'est pas Pinochet qui a voulu le coup d'État. C'est bizarre, hein? C'est curieux aussi. C'est le général de l'air, hein, de la FAS, général Gustavo Lee, Guzmán, et Merino, de la marine, de l'armée, de la marine, en fait. Ils ont voulu le coup d'État, pas Pinochet. Pinochet toujours réclamé que je ne suis pas, je suis rien. Mais enfin, derrière, il y a quand même les services secrets américains, la CIA quand même. Oui, oui, tout à fait. Enfin, à la fin, ils ont créé les plans. Je veux dire, ils préparent le terrain quand même. Puis on dit, voilà, on mise sur Pinochet, mais dans le fond, je veux dire, tout est là. Est-ce que tu pourrais expliquer peut-être un petit peu ce rôle des services secrets américains, parce qu'ils avaient quand même pressenti, j'imagine, et pas la dernière minute, Pinochet. On ne peut pas imaginer ça quand même. Ça s'est fait quand même... ça se prépare un coup d'État, ça se fait pas à la dernière seconde. Il a plusieurs cachets de l'histoire chilienne, les cachets dans le couratisme, parce qu'il a des documents qui sont cassés, sont brûlés. Mais je suis sûr, par exemple, la grève des camionneurs, Chili, elle est financée par le gouvernement de Dixon. Voilà. C'est clair. Ça c'est clair, oui. C'est certifié là. C'est certifié, justement. Il y a produit, digamos, l'arrêt de tout le pays, la grève générale. Tout à fait. Tout à fait, oui. La situation. Alors, lo que tu dis, le système de renseignement chilien, à ce moment-là, c'était pas bon. À la fin, toujours, je crois qu'il a, dans son naïveté, il a cru que je ne crois pas que l'armée va se soulever, etc., tu vois. Et comme Altamirano est averti d'un possible coup d'État, il a lancé un discours invitant le Chili à se transformer, à devenir un second Vietnam. Ça veut dire qu'il faut faire face à un Vietnam héroïque, comme Marx commence un processus de désaveu d'Altamirano. Le 7 septembre, Pinochet est convaincu par Lee et Merino. Il se joint aux putschistes. Ça veut dire que Pinochet se joint à Merino et à Lee. Tandis que chez les carabiniers, la police, seul César Mendoza Durán, général de Puipo, qui venait d'assumer la conduction de Carabineros, choisit de se joindre. Il dit choisit, mais il était obligé. Parce que tu vois, les trois forces armées chiliennes, il va rester tout seul. Il s'est joint au coup d'État qui a conduit à la fin de Pinochet. Le 10 septembre, la marine lève l'ancre comme prévu pour participer aux exercices UNIT. Pratiquement chaque 3 à 12 ans, les États-Unis, la marine nord-américaine, ils viennent à Chile, à Valparaiso, pour faire des pratiques marines qui s'appellent UNITAS. L'armée est consignée pour éviter de possibles troubles le jour de l'accusation de Carlos Altamirano. Cependant, la marine revient à Valparaiso le matin du 11 septembre et prend rapidement la ville. Ça veut dire tout le monde. Le matin se lève. Allende est alerté vers 7h du matin. J'ai écouté la radio à ce moment-là, à 6h30. Il a des mouvements pour laver la monnaie. Ma mère m'a dit écoute. Voilà. Allende est alerté vers 7h du matin et se dirige à la monnaie, comme toujours, après avoir tenté, sans succès, de joindre Lee et Pinochet. Il a voulu toujours parler avec le général Pinochet. Il faut arrêter ce que vous venez de faire. On lui fait croire que Pinochet est arrêté. Qui a arrêté à Pinochet. Le général Sepúlveda, directeur de Carabineros, lui signale qu'ils lui resteront fidèles. Allende. Mais Mendoza a pris les fonctions de général directeur. Par ailleurs, Pinochet arrive au centre de communication de l'armée et commence à participer activement au coup d'État à 8h42 et tout le monde connaît la suite.